Comment je vous dirais bien ça? Ma prochaine invitée a une confiance inébranlable et une énergie vraiment contagieuse. Son parcours de vie est assez atypique, merci, et ça l'a amenée à s'installer ici, au Québec, il y a plusieurs années. Elle a adopté sa nouvelle terre d'accueil avec beaucoup de gratitude et aujourd'hui, en plus d'être impliquée dans mille et un projets autant personnels que professionnels, elle s'est donné comme mission de redonner et ça, c'est tout à son honneur. Elle est tellement attachante que vous la voudrez assurément comme amie. Aujourd'hui, je vous présente l'incroyable tête de cochon, Primama Bonzo. On ne peut que commencer par un fou rire, je pense. Effectivement, Primama effectivement. Bonzo, merci d'avoir accepté l'invitation de tête de cochon. Tout le plaisir est pour moi, Sandrine. Wow! Une belle discussion en vue, assurément. Il y a plein de choses que je veux qu'on aborde ensemble. D'ailleurs, ta carrière ou comment tu te fais pour te rendre jusque-là. Mais avant tout, tu as un parcours assez atypique, une histoire qui mérite vraiment d'être racontée. Puis j'aimerais qu'on commence par le tout début, par ton enfance, par les défis qui se sont placé sur ta route et par un premier grand point tournant qui a eu lieu à tes 11 ans. Donc, je te laisse aller. Bon, ben, pour la petite histoire, je suis née au Congo, à Brazzaville. Donc, la République du Congo est un pays qui se situe en Afrique centrale. Et à l'âge de 11 ans, donc je suis née dans un pays qui a connu la guerre en 1997. Et puis à l'âge de 11 ans, j'ai eu l'opportunité de sortir du pays pour aller dans un pensionnat ou un internat à l'extérieur du pays, en Afrique de l'Ouest, au Bénin. Donc à ce moment-là, c'est vraiment là que je peux dire que les aventures ont commencé loin de ma famille. Une aventure que je ne pouvais pas imaginer m'emmènerait où je suis aujourd'hui. On connaît le début, hein, je pense que c'est ça le but de l'aventure, mais on ne sait jamais comment ça se finit. Et donc je suis partie de la maison familiale, d'unifamiliale toute seule. J'ai pris un avion, je me suis rendue dans un pensionnat. Il y avait une famille d'accueil de l'autre côté qui m'attendait, qui m'a conduit au pensionnat et c'était le début d'une nouvelle vie. Beaucoup de pleurs au début, beaucoup de peur, de crainte, l'inconnu, que de l'inconnu. Et quand on dit de l'inconnu, ça commence par la bouffe, la manière de fonctionner. Écoutez, c'était Sandrine, c'était vraiment tout était nouveau, il fallait réapprendre. Mais je suppose que quand on a 11 ans, on a encore la facilité à apprendre Mhm. de nouvelles choses. Alors, j'ai appris à vivre sans mes parents pendant 4 ans dans ce pensionnat-là. Puis par la suite, je suis partie dans un autre pensionnat où c'était plus tenu par des religieuses à ce moment-là. Donc, j'ai passé 6 ans au Bénin dans différents pensionnats, différentes écoles, où j'ai rencontré différentes personnes avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Donc, les liens, quand on vit des moments aussi difficiles ensemble, atypiques, différents, on crée des liens. Ce sont des liens qu'on garde à vie. Donc, j'ai vraiment des amis que je sais que je vais garder pour le restant de mon parcours. Donc, voilà. À cette époque-là, tu es parti quand même, comme tu viens de le dire, à 11 ans de la famille, de ta famille, ben pas de ta famille familiale, mais de chez tes parents, là, du cœur familial de ta famille pour aller au Bénin puis ensuite au Sénégal. Mais à ce moment-là, là, quand tes parents t'ont annoncé ça, la jeune Prima, elle se sentait comment? Ah ben l'enfant Prima se sentait très heureuse de partir. Moi, j'étais très heureuse de partir, hein. Là, Ah les gens ouais? me posent souvent cette question, mais à ma grande moi, j'étais contente de partir. Je n'attendais que ça, parce que je ne voyais que le côté aventure. Peut-être que je suis une aventurière dans l'âme. La peur, la le chagrin s'est installé quand l'avion a décollé. C'est là, en fait, quand l'avion a quitté le sol et est parti dans les airs, là, j'ai réalisé: «Ah là, c'est fini». Ah là, j'ai braillé toute ma vie, là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à ce moment-là. Je pense que c'est à ce moment-là que je réalisais, pour la première fois, que je partais vraiment, que j'étais seule. Mais toute la partie avant, moi, j'étais heureuse de partir. Parce que tu étais heureuse de partir, mais là, on comprend par ta soif d'aventure, mais il reste que les premières 11 années au Congo n'ont pas dû être si simples que ça, là. Ça a dû, ça a dû te forger d'une certaine façon. Les premières 11 années au Congo ont été, pour moi, vraiment, j'ai eu une belle enfance. J'ai été vraiment couverte de beaucoup d'amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis née, ma petite sœur, celle qui me suit, est née 9 ans après moi. Donc pendant 9 ans, mes parents n'avaient que moi.
à se concentrer. J'ai une grande sœur, mais j'étais la plus jeune. Donc, ils m'ont donné leur temps, leur énergie. J'ai vraiment été couvée. Cellule familiale était vraiment bien. Donc, je pense que cet amour, cette énergie m'a donné la force de pouvoir partir. J'étais une enfant très sûre de moi. J'ai toujours beaucoup parlé. J'ai jamais eu de problème de confiance en moi. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que ce sont mes parents qui me l'ont donné. Donc, de ce côté-là, c'était bien. Mais par contre, on était quand même dans un pays où il y avait de l'instabilité politique. Donc Mhm. oui, il y a eu une guerre en 1997 où mes parents et moi, nous avons dû quitter Brazzaville. Donc tous les Congolais se reconnaîtront et nous sommes partis vivre dans une autre ville. Donc à Pointe-Noire, on nous appelait les sinistrés. Les gens qui se déplacent dans un contexte de guerre. Donc oui, on a passé une année dans cette ville-là. Mon père ne travaillait plus. Mais avec tout ce qui vient avec la guerre, oui, ce Mhm. côté-là, on l'a connu. Ces instabilités-là, je les ai vécues, mais j'étais dans une famille aimante avec des parents qui donnaient vraiment le meilleur d'eux pour me protéger. Donc oui, je l'ai vécu, mais ça ne m'a pas forcément brisé ma confiance en moi. Donc la joie de partir, c'était plus la joie de l'aventure. C'était la Mhm. joie de je pense que je l'avais toujours, c'était la joie de commencer. Quand on est jeune, quand on est enfant, je pense qu'on connaît pas trop le risque. Ouais. C'était un peu ce côté L'insouciance. c'était cette insouciance-là que moi je ne voyais que le bon côté de la chose, mais que dès que je suis arrivée dans l'avion, je peux vous dire que j'ai compris tout de suite que: «OK, là, je suis seule». Je ne connaissais personne dans cet avion. Puis là, ça a commencé, il y avait une madame qui était à côté de moi qui était très gentille, qui m'a rassurée, qui m'a consolée, mais c'est un peu là que ça a commencé, là. Dans un autre podcast, tu disais justement que cette méthode-là, d'envoyer les enfants au pensionnat, tout ça, c'était quand même quelque chose qui semblait être commun, dans certains pays ou parce que ce que tu sembles dire, c'est que dans certains endroits, tu pas la seule. Tu Non, sais, où tu avais à cohabiter avec plein d'enfants qui avaient des histoires différentes et exactement. il y a beaucoup d'adaptation qui vient avec ça. Exactement, c'est quelque chose qui se fait les pensionnats, les internats, ça dépend toujours des profils des parents. Il y a des parents, c'est parce qu'ils voyagent beaucoup, de par leur métier de pays en pays. Plutôt que de balloter les enfants de pays en pays, on les met dans un pensionnat à une seule place où ils peuvent avoir des repères et l'été, ils nous rejoignent dans le pays où nous sommes maintenant. Mais au moins, pour toute la scolarité, ils sont à une seule place plutôt que de changer de pays chaque année. Il y a ce profil-là. Il y a aussi le profil des enfants dont les parents, l'adolescence, l'éducation, ils savent plus trop comment dealer avec. Ils Mhm. préfèrent confier l'éducation peut-être à des personnes un peu plus spécialisées, on va dire. Donc, il y a différents profils. En fait, simplement, tout le long de mon parcours, j'ai rencontré des personnes qui viennent de différents endroits en Afrique noire francophone principalement, parce que c'était un pensionnat francophone, le Bénin étant un pays francophone, mais on avait vraiment différents profils. Il y en a qui étaient là parce que leur frère avait été là et les parents se sont dit: «Ah, c'est bien cool. Tu sais quoi? Je vais tous les envoyer là-bas une fois qu'ils sont ados comme ça». Parce que j'ai aimé l'effet que ça a eu sur mes fils aînés. Donc il y en avait qui Mhm. étaient des générations de frères et sœurs qui étaient passés là et puis tout le monde connaissait leur nom dans l'établissement parce qu'ils étaient nombreux à être passés là. Donc c'est vraiment des histoires différentes, mais ceci étant dit, à la fin, on se retrouvait là et on écrivait une histoire qui était commune, la nôtre. Sans nos Mhm. parents, on trouvait nos repères et on devenait une famille. C'est ça qui est le moi je dis toujours que c'est quand même mes plus belles années. J'ai Ah oui. beaucoup aujourd'hui avec du recul, quand on est là-dedans, on déteste ça, on déteste même nos parents de nous avoir envoyés là, mais à Mhm. la fin aujourd'hui étant adulte, quand je retourne en arrière, ça m'a beaucoup forgé. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu retiens de ces années-là, justement, d'apprentissage et de découverte de la vie, finalement? Le détachement matériel. Sortir de sa zone de confort, la capacité à s'adapter, l'apprentissage à savoir communiquer. Quand on est dans ce genre d'environnement, on ne peut pas être un bébé gâté, ça ne marche pas. De toute façon, il y a personne pour tes petits Mmh. caprices, il y a personne pour y répondre. Fait que tu peux décider de te mettre dans le coin si tu veux et bouder, mais il y aura personne pour y répondre. Donc, à un moment donné, tu t'adaptes, tu sors de ta zone de confort, tu apprends à aller vers les autres. Moi, c'est vraiment là que j'ai eu la capacité à aller vers les autres, des personnes. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de moi. Il y a le nous, il y a le on.
le jeu disparaît au profit du nous, de la collectivité. Donc vous devenez un peu une collectivité, vous vous soutenez, vous développez beaucoup d'empathie, vous partagez ce que vous avez. Beh, quand vous avez pas, beh, vous riez ensemble ou vous pleurez ensemble, vous décidez, vous vous disputez. Il y a aussi la notion de gestion de conflit. Vous savez, il y a ça aussi, hein. Mais il y a pas papa, il y a pas maman avec qui tu vas aller dire: «Ah ouais, il m'a fait ci, il m'a» non, il y a pas de «il m'a fait ci», tu le gères. Tu es capable de le gérer ou tu Mhm. es pas capable de le gérer. La première fois, tu seras probablement pas capable, mais au bout d'un certain temps, tu vas te forger la personnalité nécessaire pour être capable de faire face aux conflits qui peuvent survenir et tu vas apprendre à les éviter aussi. Donc, tu vas apprendre à choisir tes batailles. Donc, c'est vraiment un apprentissage où il n'y a pas les parents, à un âge où la personnalité de l'enfant quand même se forge. Et ça en fait, beh, des enfants résistants, plus durs, qui affrontent la réalité, de la vie, différemment. Je pense avec un peu plus de légèreté parce que tu te dis: «Bon, beh, regarde, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire?» Ben, c'est ça, il y a C'est ça. comme j'ai l'impression, la première fois qu'on s'était parlé, ce que je ressentais, c'était une résilience et une force là qui est assez impressionnante et je me demande à cette époque-là, est-ce que tu avais de la place pour rêver ou tu te visualisais? Ah, ça, c'est une bonne question. Le rêve le rêve, je pense que je l'avais en moi, mais il n'était pas Mmh. clair. Étonnamment, le rêve a commencé à être de plus en plus clair au fur et à mesure que j'avançais et que je rencontrais des personnes différentes. Quand on est dans un milieu, qu'on rencontre des personnes qui viennent de différents horizons, on est capable de voir les différentes possibilités qu'on peut avoir. Parce que chacun vient avec son histoire. C'est, ah oui, mais moi, mon papa, mettons, je donne un exemple, il est président de la République. Moi, mon papa, c'est un commerçant. Moi, en fait, tu sors de ta zone de confort, de ton cocon, de ce que tu connais, de ce qu'on t'a toujours appris et tu embrasses l'autre. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, mais ça doit cohabiter. En fait, c'est toutes les possibilités. Donc, moi, je dirais que le Mmh. rêve a commencé à se bâtir, il a commencé à être plus clair parce qu'on peut l'avoir, mais il n'est pas clair. On met pas le doigt dessus. On est jeune. Tu veux être quoi? Je vais être comme papa un jour. OK, papa, il est quoi? Tu le sais même pas. Fait que moi, c'est à cet âge que je suis sortie de la maison, mais tranquillement, le rêve a commencé à s'éclaircir. J'ai commencé à me dire, tiens, ah, je veux pas ça, je veux plus ça. Les différentes personnes que je côtoyais, ben, je voyais ce qui se passait chez elles, je voyais la vie qu'elles avaient. J'étais comme, ah, ça existe. Parce que tu vas commencer à voir des choses dont tu ne soupçonnais même pas l'existence, en fait. Et donc, ça va t'ouvrir un peu, finalement, des horizons. Tu vas ouvrir ton esprit à différentes possibilités. Est-ce que le fait d'avoir déménagé plusieurs fois, parce que ça demande un changement, une adaptation, un recommencement finalement à chaque fois, ça t'a amené quoi justement dans ta vision, aussi dans la vision d'être un peu une citoyenne du monde au final aujourd'hui, là? Tu sais, Exactement, Sandrine, tu le dis parce que moi, je me définis vraiment comme une citoyenne du monde d'origine congolaise et qui a choisi le Canada comme, principal pays d'adoption parce que j'ai aussi le Sénégal et le Bénin qui sont pour moi des pays d'adoption où je me sens, comme à la maison. Mais Mhm. pour moi, c'est comme des autres maisons que j'ai et effectivement, le déménagement aujourd'hui, je commence à être épuisée. Je vais pas mentir parce que Ben, c'est avec raison. épuisant. Tu Oui. recommences, c'est des nouvelles habitudes, un nouveau c'est pas juste le côté logement, les 4 murs, c'est plus tout ce qui vient avec, tout ce qui est habitude, un nouveau réseau, des nouveaux repères. Donc oui, de ce côté-là, c'est demandant une nouvelle culture que tu dois embrasser. Tu dois l'apprendre cette culture-là pour pouvoir l'embrasser. Donc oui, c'est épuisant, mais c'est tellement enrichissant parce que chaque fois que tu arrives à une nouvelle place, tu es plus complète que la dernière place que tu as fait parce que tu as ton origine et aussi tu prends ce que tu as appris à la dernière place que tu as fait. Ce bagage devient de plus en plus intéressant et tu voyages avec. C'est comme si tu avais une valise pleine de différentes choses que tu peux sortir à n'importe quel moment et tu peux t'en servir pour te sortir de situation. Donc c'est vraiment ça que ça amène, c'est le côté richesse que ça amène. Ça a son lot de soucis parce qu'on recommence, au début on se sent un peu seul, oui, ça a son lot de solitude, mais justement pour vaincre la solitude, tu es obligé d'aller vers les autres. Plus vite tu vas vers les autres, moins tu seras seul. Fait c'est vraiment ce que ça prend, mais je dois avouer que oui, ça prend de l'énergie. Puis aujourd'hui, passé la trentaine, ça commence à être. Je dis pas que je ne redéménagerai pas, mais je dis, ah, que je vais réfléchir, il faut vraiment que j'ai des bonnes raisons de partir.
C'est ça. Oui, mais avec raison, parce que là, en plus, puis on y reviendra aussi de ton arrivée, au Québec, mais clairement, d'être confronté à changer d'environnement tout le temps, à tout le temps retomber sur ses pattes, ça tu dû vivre des moments quand même, même si tu as une confiance tellement forte, des moments de doute, de peur, d'inconfort. Comment tu as jonglé avec ça à travers les années jusqu'à la trentaine, ces moments, plus, je dirais pas négatifs parce qu'ils sont formateurs, mais des moments plus difficiles. Je laisse aller. Quand ça devient difficile pour moi, ma solution, c'est de ne rien faire. Je me dis: «Ça va passer. C'est une étape, ça va passer». Et je mets comme dans un coin la situation difficile, le moment difficile, je mets comme dans un coin. J'ai appris à, me j'ai pas envie de dire le mot contenter, mais j'ai appris à m'appuyer sur ce qui va bien Mhm. et à laisser aller ce qui va mal, surtout quand je n'ai pas le pouvoir. Je me dis: «Ça va finir par se placer». C'est vraiment comme ça que j'ai réussi à jongler, on va dire, au fil des années, à m'en sortir. C'est toujours de regarder et de se focuser, de garder le regard sur ce qui va bien, sur le pourquoi on est là et la chance, le privilège qu'on a d'être là. Dans le fond, je vois ça toujours comme des privilèges, mais ces privilèges viennent avec un lot de sacrifices et puis on peut dire même parfois un lot de souffrance. Mais je choisis volontairement de l'ignorer. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nuits où on pleure. Si, il y en a, mais on ne va pas passer des semaines à pleurer. C'est un peu ça Mhm. la différence. On va pleurer un soir, puis le lendemain, on va se lever, puis on va aller faire un truc qu'on aime bien. Et on va juste penser à ça. Puis ça finit par se Fait, placer. fait qu'il y a un aspect un peu de fidèle optimiste, là, en fait, parce que c'est Exactement. de lâcher prise sur ce que tu pas d'emprise, mais Exact. de continuer de voir ce qui fonctionne. Souvent, ce qu'on n'a pas tendance à faire, peut-être que c'est typiquement nord-américain ou typiquement humain de juste voir le verre à moitié C'est plein, alors que à moitié vide, en fait, qui est à moitié plein, puis il faut quand même s'accrocher à ça le temps que ça se place. exact, le temps que ça se place. Et parfois, c'est simplement le temps. Il y a des Mhm. choses, 2 mois après, tu dis: «Oups, la situation s'est placée toute seule». Il y a vraiment beaucoup de choses dans la vie que ça finalement, quand on accepte, on lâche prise, ben ça se place. Les gens qui voulaient pas vous parler, on commence à vous parler parce que finalement ils vous trouvent intéressante, parce que en fait, ça se place. Puis OK, tant Mhm. mieux. Ou d'autres personnes finalement arrivent, puis OK, ça se place et on continue le chemin. C'est fascinant comment ta tête de cochon, on dirait elle est innée, là. Il y a quelque chose de tellement fort, probablement forgé par l'amour, l'entourage que tu as eu, mais cette conviction-là de partir à l'aventure, de finalement faire «Oh, OK, on s'écorche un peu les genoux. Ah, c'est pas tout le temps si simple que ça de vivre l'aventure à fond». Mais il reste que tu as voulu aussi poursuivre tes études, ce qui est pas tout le temps, peut-être pas tout le temps accessible ou du moins facile pour tout le monde. Peut-être que je me trompe, mais d'avoir accès à des études, est-ce que ça a toujours été quelque chose que tu voulais atteindre? C'est quelque chose qu'on m'a donné. C'est une très OK. bonne question que tu me poses, Sandrine, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on nous c'était pas une option de ne pas étudier. Si je Mhm. n'étudiais pas, si je ne réussissais pas à l'école, un billet aller sans retour m'attendait pour le Congo. Clairement, je le savais. C'était évident. Alors pour moi, le passeport pour continuer toutes ces aventures, c'était de réussir mes classes, de réussir mes cours. Donc pendant longtemps, je te dirais peut-être jusqu'à arriver à l'université, j'étudiais pour mes parents. J'étudiais parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Je travaillais à l'école parce que c'est la seule chose que je connaissais. C'était pas un choix volontaire nécessairement, je n'avais pas encore la conscience de vraiment comprendre où ça me menait. Jusqu'à ce que Mhm. j'arrive en Amérique du Nord. J'arrive au Grand Canyon en 2009. J'ai 20 ans, c'était la première fois que je travaillais. Je suis partie travailler, j'ai quitté le Sénégal parce qu'à ce moment-là, j'habitais au Sénégal, Dakar, et je vais travailler au Grand Canyon pour la première fois toute seule, toujours dans mes aventures. C'était un programme de work and travel pour les jeunes que j'avais découvert à Dakar et j'étais comme: «Moi, je dois y aller». Mes parents étaient comme: «Mais non, mais oh, oublie ça, moi, je devais y aller». Fait que je suis partie et je pense que c'était le déclic. C'était le déclic de ma vie quand j'ai vu comment les gens y travaillaient en Amérique du Nord. J'ai vu que c'était pas ce qu'on m'avait montré à la télévision pendant toute ma vie. Parce qu'il faut comprendre que moi, je suis née, j'ai grandi en Afrique. L'Occident, je l'ai toujours vu à la télé, jusqu'à l'âge de Mhm. 20 ans. Quand je suis venue en Amérique du Nord pour la première fois, que je suis sortie finalement de l'Afrique pour la première fois. J'avais déjà voyagé, mais en Afrique, donc ça reste dans un contexte africain. Et à ce moment-là, j'ai compris que, oh tiens,
c'est pour ça que je partais à l'école. C'est parce que mes parents voulaient que j'ai un avenir, voulaient que c'est là que le déclic, OK, et là, j'ai commencé à ne plus travailler parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Parce que pour faire plaisir à mes parents, parce que je vais pas me faire chicaner, parce que je voulais pas un aller, un billet sans sans retour, aller sans retour pour le Congo. J'ai commencé à travailler pour moi. J'ai commencé à étudier pour moi. J'ai commencé à bâtir des idéaux pour moi. Et c'est vraiment moi, à l'âge de 20 ans, que j'ai commencé à respecter plus l'argent. Parce qu'il faut dire que dans tout ça aussi, c'est les parents qui payent, hein. C'est pas toi qui Mhm. payes, tous ces voyages, toutes ces choses, mais je pense que le respect de l'argent dans ma vie est rentré à ce moment-là. Quand tu te lèves le matin, puis que tu vas travailler, que tu fais du housekeeping ou que tu travailles dans un restaurant, puis que tu comptes tes pourboires à la fin de la journée, puis tu vois tout le travail que tu as fait, tu es comme: «Yes! Aïe, 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 les gens le font, mais je comprends pourquoi papa, maman veulent que j'aille à l'école. C'est pour que je puisse espérer ne pas avoir à travailler comme ça toute ma vie. Non pas que c'est un mauvais métier, mais c'est pour que je puisse rêver, espérer avoir autre chose, avoir des options que de n'avoir que ça comme seule option. En fait, c'est ça. Donc, moi, ça a été le déclic. J'ai été au Grand Canyon 2 étés de suite, donc été 2009, été Wow. 2010. Donc, c'était tellement une belle expérience que quand je suis rentrée la première année, après ma famille m'a dit: «Est-ce que tu veux repartir?» J'étais comme: «Oh my God, je n'osais même pas demander, on me l'a proposé» parce que je pense qu'ils ont vu ce que ça avait fait en moi. Ça m'avait fait du bien, ça m'avait vraiment fait grandir. J'étais revenue transformée. En plus, ben, c'est un endroit tellement C'est bucolique. Tu sais, magnifique. My God. de travailler un été là, c'est pour y être J'avoue, déjà allée là, je suis comme oh mon Dieu, mais quel j'avoue. lieu extraordinaire là. Je J'avais pense ça pas tous qu'on les peut se matins. tanner. Ah, Tous les wow. matins, ma chère Sandrine. Tout un bonheur. Donc là, à 20 ans, tu mets tu fais tes premiers pas en Amérique du Nord, mais c'est seulement 2 ans plus tard, quand même, que tu prends une autre grande décision. Et là, la citoyenne du monde décide quand même de s'établir en Amérique du Nord, mais pas exactement au même endroit. Tu Exact. choisis le Canada, mais même le Québec. Sherbrooke, même pas Montréal Je- en plus. Sherbrooke! On les salue! Je dis toujours que je suis estrienne, puis les gens sont comme: «Ah ouais?» Oui. Mais en effet, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi le Québec? Ce qu'il faut dire, c'est que pendant que j'étais au Sénégal, je fréquentais une école qui me permettait d'avoir un bachelor québécois et un bachelor sénégalais. Donc moi, depuis le Sénégal, Wow! j'ai fait mon bachelor j'ai un bachelor québécois de l'Université du Québec à Chicoutimi. Hmm. C'est ça, en fait, l'histoire avec le Québec. Ça, c'était le premier point, parce que j'avais un diplôme québécois, donc beaucoup plus facile pour moi de m'inscrire dans une université québécoise. La deuxième chose, c'est que je voulais poursuivre mes études en français. Les États-Unis, tout ça, c'est bien beau, mais j'avais pas envie, pour moi, à cette époque-là, c'était comme une perte de temps. J'avais pas envie de perdre mon temps à faire des classes d'anglais avant de venir poursuivre mes études de second cycle. Ça, c'est vraiment comme ça que je le voyais. Donc, j'étais comme option anglophone, oublie ça, moi, je vais au Québec, on parle français, c'est tout. L'autre chose, c'est que les États-Unis, ça doit être très intéressant. Moi, c'est un pays que moi j'aime bien les États-Unis, même si beaucoup n'aiment pas. J'ai trouvé ça vraiment le fun, très C'est- dynamique et je l'ai beaucoup vu à la télé aussi, comparé au Canada, hein. Le Canada, pour moi, c'était Oui. Céline Dion, hein. Faut remettre ça à sa place et Garou, là. Donc, je pouvais pas m'imaginer que je serais au Québec un jour. Non, franchement, le Québec faisait pas partie de mes. Non, je le pensais pas pour de vrai. Je pensais la France, parce que, ben, Mhm. colonisé, pays colonisateur. Puis Ouais. aussi les États-Unis, parce que c'est ce que je voyais le plus à la télé. Donc, Mhm. c'est juste ça. Le UK aussi, c'est vraiment un peu ce qu'on voit beaucoup à la télé, ces pays-là, par rapport au Canada. Mais, donc, moi, pour moi, c'était ça. L'autre option, c'était l'immigration. J'avais très vite, pour être allée aux États-Unis, j'avais compris que l'immigration aux États-Unis était moins, comment dire, Bah, c'est moins compliqué. souple. Ouais, c'est beaucoup plus Ouais. compliqué qu'au Canada. Dans le sens où, au Canada, quand tu as ton diplôme, tu as tout. En tout cas, au Québec, il y avait le programme du PEC, que lorsque tu graduais, tu faisais tout ce que tu étais rentré pour étudier, oui, tu as fini, tu as gradué de programme, parfait, tu as le droit de déposer et le Canada va t'accepter. Fait que je Mhm. ne voulais pas m'enlever cette option parce que je me disais, ça se peut que j'aille là-bas, puis que non, franchement, c'est pas ça se peut. Je voulais rester. Je ne venais pas pour quitter. Très sincèrement, c'était clair dans ma tête que quand j'allais arriver au Québec, c'était pour rester. Peut-être Mhm. pas toute ma vie, mais un certain temps. Pas juste finir mes études et m'en aller. Donc, c'était clair pour moi que je voulais aller où il y a l'option de rester plus facilement. D'ailleurs, faudrait expliquer aux gens.
en quoi tu as décidé de te lancer à l'université? Parce que, ça a rapport avec la technologie de l'information, analyse de Non, vraiment pas. Si on m'avait dit à cette époque que je serais en technologie de l'information, j'aurais dit: «Coudonc, jamais de la vie!» C'est pour de vrai, c'est la réaction que j'aurais eue. C'est simplement des opportunités. Donc moi, j'ai un bachelor en Mmh. administration des affaires finances fait depuis Ouais. le Sénégal avec l'Université du Québec Mmh. à Chicoutimi. Je me suis inscrite ici finalement pour une maîtrise en administration gestion internationale. Je trouvais que ça me rejoignait, l'international, mon parcours. Je me voyais là, je me disais: «Ah, peut-être qu'avec ça, un jour, je travaillerai à l'ONU, qui sait?» C'était ce genre de choses qui me venaient, à l'esprit plus à cette époque-là. Je me disais: «Je vais m'ouvrir au monde et on verra ce que ça va me donner». Sauf que quand je finis l'université, j'avais même pas fini, que j'ai eu le privilège encore, c'est vraiment, je suis pleine de gratitude pour ça, d'avoir un emploi avant même d'avoir fini mes études, de seconde cycle, ma maîtrise. Ah ouais? J'avais été prise chez Desjardins, au complexe Desjardins, donc la petite Sherbrookeoise là, elle quitte Sherbrooke pour Montréal, centre-ville, complexe Desjardins, la grosse affaire. C'était ah non, à cette époque, j'étais très enthousiaste, très contente de cette nouvelle vie qui commençait. C'est un peu le rêve de n'importe quel étudiant, je veux dire, de ne même pas avoir fini, que tu as déjà un Mmh. emploi qui t'attend et qui est un emploi assez prometteur, qui est vraiment un bon premier emploi. On va dire ça comme ça. Et c'est dans la foulée, c'est vraiment dans la foulée que j'ai eu l'opportunité de m'en aller, dans les technologies de l'information, parce que dans ce contexte-là, dans cet emploi-là, j'avais eu à déployer une solution en technologie de l'information avec l'équipe là, donc je faisais partie d'une équipe, et c'est ça qui m'a ouvert les portes à pouvoir, espérer, être en technologie de l'information. Quand j'ai eu cette opportunité, ben je l'ai saisie. Je me suis dit: «Ça va être dur», et ça l'a été. Pour de vrai, la première année était dure. Mmh. Ah Vraiment, oui. ouf! J'en ai eu mal au dos. Parce que c'était vraiment un changement. J'avais des moments où je rentrais chez moi, j'étais comme: «Est-ce que je vais y arriver?» La fameuse question: «Est-ce que je vais y arriver?» Je me suis pas beaucoup posé cette question dans ma vie, mais cette fois-là fait partie des moments, le changement comme ça, oui, au début, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui était plus dur de la ton arrivée à Montréal, ton adaptation ou le travail en soi? Ce que les tâches que tu avais à accomplir? Le travail, il était un peu plus technique pour moi. Oh, l'arrivée à Montréal, j'étais quand même poisson dans l'eau, hein. Montréal, centre-ville, les restaurants, les bars, la vie, finalement montréalaise qui peut être active pendant l'été, c'était très bien ce côté-là, les 5 à 7, le nouvel environnement professionnel. C'est vraiment beau, hein, au début quand on commence, il faut vivre ces émotions-là. Mais c'était plus le travail lui-même, la peur de ne pas pouvoir, finalement, répondre, de pas pouvoir y arriver. Mmh. C'est toujours ça la question. C'est toujours ça la question. Puis pour contextualiser, disons, avec les gens, qu'est-ce que ça fait une analyste de comment qu'on dit ça? Une analyse de données? Une analyse comment tu décrirais, en fait, ton poste, là, que tu avais chez Desjardins à ce moment-là? Ben une analyse en déploiement des solutions d'affaires à ce moment-là, c'est beaucoup, à ce moment-là, on déployait des solutions. C'est-à-dire qu'il y avait une équipe qui écrivait des projets, ma chère, et puis nous, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on faisait arriver ces projets-là dans les caisses. L'équipe qui écrivait était différente d'équipe qui déployait. Donc eux prenaient des besoins et en fonction de ces besoins-là, ils écrivaient des solutions, si tu veux. Et nous, on prenait ces solutions, on les emmenait sur le terrain, on formait les personnes qui ont besoin d'être formées, on faisait que ces solutions-là puissent prendre vie, finalement. Et c'est dans ce contexte que j'ai déployé une solution en technologie de l'information. Puis, finalement, je me suis vraiment rendue dans ce poste d'analyste d'affaires en technologie de l'information où on est plus, on, un peu l'intermédiaire entre la technologie, les équipes technologie, tout ce qui Mmh. est développeur, architecte et la business. C'est un peu ça. Donc, nous sommes les personnes au OK. milieu parce que les deux parties ne parlent pas forcément le même langage. Fait que c'est de faire le lien, qui est quand même de Exactement. parler 2 langages et de s'arranger pour que ça se comprenne et que ça Exactement. fonctionne. Exact. Donc OK. la business peut arriver, une gestionnaire, par exemple, de compte à payer peut m'arriver, me dire: «Écoute, moi, à chaque mois, je fais des factures de loyer, j'ai des loyers à payer». Mais en loyer, on s'entend, c'est le même montant au début de l'année jusqu'à la fin de l'année pour les 12 prochains Mmh. mois. Est-ce que tu peux pas me mettre en place quelque chose pour que mes factures se fassent automatiquement, plutôt que des personnes de mon équipe à générer ces factures manuellement? J'en ai plus d'une centaine de fournisseurs de loyer. Fait que là, moi, je prends ça, ça c'est son besoin.
Elle vient pas directement aux développeurs, elle vient à moi. Puis moi, je m'assois avec ces équipes, je dis: «OK, comment est-ce que vous faites pour générer ces factures-là?» Les équipes m'expliquent. Ça me permet de mieux comprendre le besoin et c'est ça que j'emmène aux développeurs. Je dis: «Écoute, voici le besoin, voici le besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va prendre un outil? Est-ce qu'on va le développer cet outil-là? Est-ce qu'on va transformer quelque chose qui existe déjà?» Et avec le développeur, on s'assure de faire arriver les choses. Une fois que les choses arrivent, moi, je dois les tester. Ensuite, je l'emmène aux équipes de la personne qui m'a demandé, de cette gestionnaire-là, pour dire: «Est-ce que ça répond à votre besoin? Est-ce que ça vous facilite vraiment la vie?» Et parfois, c'est non. Donc là, on retourne sur la table de travail. Et parfois, c'est oui, on espère quand c'est des oui, c'est bon. Et là, on déploie. On l'emmène vraiment en production de manière à ce que ce soit vraiment utilisable par les équipes. Fait qu'il y a vraiment, quelque chose d'assez, une certaine créativité là-dedans de brasser les idées, de voir quelles sont nos options, du essai-erreur beaucoup, ce qui doit pas être Exact. évident, pour quelqu'un qui aime performer et réussir et Exactement. C'était vraiment ça le problème au début. C'est d'avoir le sentiment: «Oh, je n'ai pas de solution à proposer. Dans ces cas-là, on fait quoi?» Ne pas Mmh. encore avoir la pensée comme assez transformée pour pouvoir sortir des idées qui pourraient vraiment répondre aux besoins du client, en fait, de la business. Mais avec le temps, on développe des habitudes, aussi bien avec la business, on commence à travailler ensemble, on comprend mieux les besoins, que même avec la partie technique, les développeurs, les architectes, on comprend mieux l'environnement de travail, les outils. Et là, on est capable tous ensemble de travailler main dans la main pour proposer des solutions qui vont vraiment répondre aux besoins du client. Encore aujourd'hui, tu pratiques ça, mais il y a plein de cordes à ton arc, là. On va y revenir dans les prochaines minutes, mais je veux savoir, ce chemin-là que tu as pris, qui t'a amené à faire quelque chose que tu t'attendais peut-être pas au départ. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'allume encore dans ce que tu fais au quotidien par rapport à ce métier-là? La nouveauté, ça change beaucoup. Les possibilités sont immenses. C'est un domaine, les technologies de l'information, il n'est pas là, ce domaine-là ne va faire que grandir. Il n'est pas là pour disparaître demain matin. Au contraire, il y aura toujours des nouveautés, il y en a souvent. Aujourd'hui, je travaille beaucoup dans le digital, donc j'ai fini par découvrir aussi le monde digital parce que tantôt, j'ai donné un exemple un peu plus, tout ce qui est CRM, finance, Mhm. financier. Mais sinon, aujourd'hui, on peut travailler dans les digital, tout ce qui est plateforme, site internet, on peut aussi, n'oublions pas, il y a aussi l'intelligence artificielle qui arrive aussi, qui va ouvrir aussi des portes à beaucoup de choses qui tranquillement s'installent. Donc, c'est la possibilité d'apprendre, de redonner, de changer notre manière de penser. C'est vraiment ça qui est passionnant dans ce domaine-là. L'autre chose aussi qui est très intéressante, c'est qu'avec ce type de métier, tu peux travailler de partout dans le monde. Je veux dire, analyste d'affaires Mhm. à Singapour, là, c'est analyste d'affaires à Montréal, c'est analyste d'affaires en France. Les outils, à un moment donné, tu vas les connaître. Les manières de faire, tu vas les connaître. Tu vas finir par comprendre le métier, tu l'as. Puis c'est juste les projets et évidemment les interlocuteurs qui vont changer, les enjeux qui vont changer. Mais le travail en soi va rester le même. Hmm. Mais là, je présume que professionnellement, t'en avais pas assez, fait que t'as décidé de t'impliquer, d'entreprendre et là, mais il faut le dire quand même là, je pense que ce besoin-là, je sais pas à quel moment est arrivé, mais t'as quand même été présidente du, BPW, Montréal, qui est le Business Professional Women, qui ça, c'est un organisme à but non lucratif, mais qui s'étale un peu partout dans le monde. On a la chance d'avoir ça, au Québec. On a même une division, canadienne. Et là, tu es vice-présidente du membership de BPW Canada. Ça, l'arrivée des femmes fortes, tu sais, de cette espèce d'agglomération de power, voyons, de girl power, c'est arrivé comment, ça, dans ta vie? L'envie de redonner, l'envie d'avoir un Hmm. impact. Quand j'ai fait ce parcours-là qui est assez atypique, très vite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de gens comme moi qui le faisaient, qui le vivaient. Et à ce moment-là, je me suis dit: «C'est pas vrai que je fais tout ça pour être chez moi le soir, prendre mon verre de vin et regarder du Netflix». C'est pas que c'est mauvais, on aime tous le faire, mais je sais comme je dois trouver le moyen de redonner espoir, de dire aux personnes qui viennent après moi que c'est possible et même à celles qui viennent avant moi, de permettre aux gens de rêver parce que moi, j'ai eu ce privilège de voir le monde
hem, de pouvoir rêver parce qu'il faut déjà que le rêve se fasse pour que tu te rendes là. Donc moi, je pense que Mhm. c'est cet impact que je voulais avoir pour surtout pour la cause de la femme parce que d'où je viens, c'est un fait, les femmes et même les femmes de mon âge, ce n'est pas aussi avancé qu'ici au Québec. C'est un fait, on peut pas le nier. À différents endroits dans le monde, les femmes vivent des choses. Les enjeux peuvent pas forcément ne sont pas toujours les mêmes. Ils peuvent différer, mais la femme a toujours des choses. La situation de la femme aujourd'hui n'est pas nécessairement optimale. Elle est mieux que ce que c'était il y a 20 ans, 30 ans en arrière, mais il y a encore du travail à faire. Donc moi, c'était beaucoup ça, et j'ai toujours été impliquée. Moi là, je suis arrivée au Québec en 2012, je suis allée chercher du bénévolat toute seule à Sherbrooke. J'écrivais aux gens que je voulais être bénévole et j'ai été, dirigée, je me rappelle à l'époque, vers la Fédération des communautés culturelles de Sherbrooke, où j'ai rencontré des gens Hmm. géniaux et à l'époque, j'ai eu l'opportunité d'être dans le FRIJ, qui était le Forum Jeunesse Estrie, où en fait, on recevait de l'argent du gouvernement pour, redonner aux jeunes, de cégep qui avaient des projets, donc pour, leur permettre de réaliser ces projets-là. Donc les jeunes déposaient les projets et nous, on sélectionnait les projets qui allaient être financés. Donc j'ai toujours été un peu ça les gens l'ignorent là, mais j'ai vraiment commencé, j'ai toujours voulu redonner. J'ai toujours voulu Oui, m'asseoir aux tables où les décisions se prennent. En fait, c'était ça, pour pouvoir avoir un impact sur la décision et m'assurer que personne, en tout cas que beaucoup ne seront pas lésés. C'est toujours difficile de satisfaire tout le monde, c'est quasi impossible, mais que la oui. majorité puisse se retrouver dans la décision qui a été prise ou dans l'action qui a été posée. Donc c'est vraiment de là que c'est venu. Fait que ça veut dire que c'est ça, ce désir-là est là depuis le début, là. Ça, c'est un peu, ça, c'est un des éléments de ton petit baluchon, là, que, Exact, c'est toujours là. Fait que là, quand tu as eu les moyens, finalement, les moyens de tes ambitions, tu as dit: «OK, on m'a accueilli, j'ai le goût de redonner», finalement. exactement. Puis il faut dire que le déclic aussi s'est beaucoup fait en 2018. J'ai eu l'opportunité d'assister, aux réunions, pour la commission sur le statut de la femme aux Nations unies, au siège des Nations unies à New Mhm. York, Wow. CSW. Ça a été un moment vraiment de ma prise de conscience là, voir toutes ces personnes réunies pour discuter de la cause de la femme partout dans le monde, assister à une réunion avec le secrétaire général des Nations unies lui-même, où il répond à des questions venant de partout. C'était impressionnant. Il y avait des femmes, il y avait des hommes qui faisaient partie de la conversation, qui étaient intéressés. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai que toutes ces personnes-là, même les hommes, vont faire partie de la conversation, puis moi, je vais être là inactive. Je ne me suis pas rendue jusqu'ici pour ne rien faire et juste assister. Je dois prendre part. Mais à mon échelle, je vais apporter la pierre à l'édifice, à ma manière. Donc, c'était un peu ça. Et comment tu t'y es pris? Est-ce que concrètement, là-bas, tu es allé poser une question, Je n'ai pas ou posé ben de juste questions, mais j'étais juste ta très présence? impressionnée et je ne suis pas encore retournée depuis parce que quand j'ai voulu y retourner en 2020, c'était la pandémie. Mais Mhm. j'ai assisté virtuellement et en 2020 j'ai assisté virtuellement et même j'ai participé à des événements. À ce moment-là, j'ai pris la parole, c'était sur l'immigration, donc j'ai accepté l'invitation quand j'ai été invitée à participer à des événements parallèles, à prendre la parole, à parler un peu d'immigration parce que, ben, évidemment, l'immigration, je l'ai vécu un peu dans mon parcours. Mhm. Donc c'est un peu des manières, comme on dit, de redonner, d'apporter sa pierre à l'édifice à différents niveaux. C'est de saisir un peu finalement les opportunités qui nous sont présentées. Comme lorsque tu m'as dit: et Prima, on va faire ce podcast. Je suis venue tout de suite parce que, ben voilà, j'ai saisi l'opportunité. Tu bien fait parce que c'est pour, au bonheur de tous, là, de pouvoir, connaître ton parcours. Mais là, je suis curieuse, là, si on revient juste, sur l'ONU quelques secondes, heu, ça, c'est de fil en aiguille, c'est des contacts? Comment, tu as eu l'information, tu n'avais qu'à t'inscrire? Comment ça fonctionne, dans Ah le fond, oui, mais pour non, ça c'est assister avec à ça? BPW, ça c'est avec OK, c'est vraiment avec BPW, oui, parce d'accord. que BPW à l'international, donc on Mhm. a, on participe, on a des places à l'ONU, on fait partie des personnes, on prend des décisions, l'organisme, la cellule internationale. Donc nous étant des cellules qui découlent de l'international, on a des possibilités, mais en l'occurrence avec le Canadian Council of Women qui aussi Mhm. s'assoit à la table de prise de décision. On est des organismes membres du Canadian Council of Women et on a
par ce canal l'opportunité, la possibilité d'assister. Mais c'est pas tout. Mmh. Maintenant, le Canada, BPW Canada, donc la fédération canadienne où j'étais vice-présidente jusqu'à hier, parce que je ne le suis plus, j'ai donné la place à une autre. Je ne me suis pas représentée. Je suis toujours, par contre, le conseil d'administration à Montréal. Mais on a maintenant notre statut. Donc, nous, on peut maintenant Wow! partir en tant que nous, BPW Canada. On peut aller à l'ONU pour assister à ces réunions-là. Wow! Puis pour mettre en contexte les gens, là, de l'importance, de l'impact et de la présence finalement de BPW, ici, mais aussi partout dans le monde, c'est quoi l'objectif finalement de l'organisme? L'objectif de l'organisme, c'est vraiment l'empowerment des femmes, c'est de pouvoir éduquer les femmes pour les aider à accéder, à prendre finalement leur place dans la société, que ce soit sur le plan de vue politique, économique, même social, monétaire. C'est vraiment pour que les femmes soient de plus en plus présentes. Mais cela se fait à travers des ateliers, des formations, des activités, la sororité, le networking, donc se soutenir les unes des autres ou ouvrir son carnet d'adresses pour permettre aux femmes de s'entraider, de pouvoir aller à un autre niveau, briser les plafonds de verre. Nous tous dans le monde, partout, tous les BPW, on s'aligne avec les objectifs de développement durable de l'ONU, mais on laisse quand même le choix à chaque cellule de choisir son cheval de bataille parce que les problèmes, par exemple, des femmes ici à Montréal, ce n'est Mhm. pas le même problème que pour les femmes au Burkina Faso, même si on a toutes des problèmes. Donc, on doit quand même rester dans notre réalité, pouvoir aider la femme dans ce qu'elle vit en ce moment. Dans 10 ans, ça sera probablement autre chose. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Pour pouvoir se permettre de se rendre dans 10 ans. Pour que la prochaine génération aussi le ramène à une autre génération. Donc, c'est un peu ça. Se passer le flambeau. Et Et est-ce que, c'est en arrivant à Montréal que tu as entendu parler de ça? Ça, c'est BPW, tu t'impliques depuis plusieurs années, mais c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, Oui! C'est exactement comme ça. C'était Ah, les pas, hasards de la c'est vie! vraiment les hasards de la vie. C'était pas forcément prévu. Mais quand j'étais chez Desjardins, je faisais partie de Femmes Desjardins, qui est finalement un regroupement de femmes qui travaillent chez Desjardins. Et j'étais même à un moment observatrice. J'avais le droit d'observer sur le conseil d'administration. J'avais pas le droit de vote, mais j'étais là. Et je les aidais vraiment beaucoup, j'étais très impliquée. Donc moi, j'ai toujours aimé être finalement impliquée. Sauf qu'à un moment, je suis sortie de Desjardins, j'étais plus employée. Donc, je ne pouvais plus poursuivre avec Femmes Desjardins. Et comme ça, Mhm. un jour, il y a eu une soirée, une amie qui avait été nominée, qui m'a invitée pour sa nomination pour un livre, pour des œuvres qu'elle avait pu faire. Et j'ai rencontré une dame avec qui le courant est très vite passé et en fait, c'était la présidente de BPW à cette époque-là. L'organisme avait été fermé pendant 5 ans et elle le réouvrait. Donc, le courant est super bien passé et à ce moment-là, elle m'a invitée à la soirée de lancement. Quand je suis arrivée à la soirée de lancement, j'ai tout de suite su que je voulais m'impliquer. J'ai tout de suite su que j'avais trouvé ma place à l'extérieur de Desjardins puisque je n'étais plus chez Desjardins et que je voulais faire partie de cette aventure et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur le conseil d'administration et l'aventure a Wow! commencé. Donc oui, comme un cheveu dans la soupe. Mais là, c'est parce que c'est comme ça finit plus, là, parce qu'en plus, en 2018, reculant devant rien, étant, en plein essor dans ta carrière professionnelle, dans ton implication, là, l'entrepreneur, en plus, a décidé de prendre le dessus. Et là, moi, je veux parler à l'entrepreneur, là, ce besoin-là de créer ta propre entreprise, tout ça. Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui mijotait? D'où part, là, ce désir-là, finalement, de mettre de l'avant un produit, une entreprise qui est à ton image? C'est vraiment beaucoup le fait que plutôt que de se plaindre, il faut trouver des solutions. Moi, quand je suis arrivée ici, il y a 2 choses. La première, je ne veux pas rentrer dans forcément l'aspect politique, c'est que venant d'Afrique et en l'Afrique, sur le tu sais, l'Afrique est en moi là. Je suis et comme je dis toujours: «On peut me sortir de l'Afrique, mais on sortira jamais l'Afrique de moi». Mais, c'est l'Afrique n'est nulle part, dans le sens où nous sommes connus pour nos ressources
naturelle. Nous sommes connus pour, peut-être notre histoire, nos belles plages, la chaleur, puis tout ça, tout le beau côté, «exotique» entre guillemets et les richesses de notre sous-sol. Mais on n'est pas sur, la scène internationale, les prises de décision, le commerce et je me disais: «Mais l'Afrique a sa place dans ces conversations-là. L'Afrique a sa place dans l'échiquier mondial» et je me dis: «Mais plutôt que de me plaindre parce que personne ne le fait, parce que les gens ne l'emmènent pas, parce que» tu sais, à un moment donné là, qu'est-ce que moi je fais pour arriver à ça? Et je me suis dit: «Beh, il faut commencer quelque part». De l'autre côté, parallèlement, j'arrive ici, c'est gris! My God! Je suis désolée, moi d'où je viens là, le soleil, les gens sont toujours souriants, il fait chaud, c'est très coloré, les gens s'habillent de manière colorée, les maisons sont colorées, les gens ils hésitent pas à mettre du rouge sur leur mur, du Mhm. rose, tu sais. Ici, Wow. c'est bleu, blond, gris quoi, c'est les couleurs quoi. Tu sais? Donc là, j'étais comme: «Bon, ben, on va mettre un peu de couleur par ici» et c'est pas toujours évident de porter des couleurs. On va te dire: «Oh mais Prima, toi, tu portes des couleurs parce que tu es noire, c'est toujours beau sur toi». C'est pas la même chose sur moi. Fait que je me suis dit: «Je vais Non, je m'en suis pas aller». d'accord. Je suis pas d'accord, mais j'entends ça tellement, tellement, tellement Mais que pas je de moi, en tout cas. non, pas de toi. Fait que là, je me suis dit: «Beh, la décoration, l'art, l'artisanat, l'Afrique aussi a besoin d'être découverte pour ça». On a vraiment de belles Mhm. histoires, on a, vraiment de la nos artisans sont très bons, sont capables aussi à travers leurs œuvres, leurs produits de raconter des histoires et je me suis dit que c'est cette histoire de l'Afrique que je veux aussi commencer à véhiculer et non seulement celle de notre sous-sol qui est riche là, cette histoire-là est riche là, on le sait. Mais je voulais aussi que les gens puissent voir l'Afrique un peu comme moi je la vois. Je voulais partager cette, Mhm. vision, cette perception de mon Afrique avec les autres. Et la meilleure manière de le faire, c'est de commencer à écrire l'histoire moi-même et de ne pas attendre que ce soit les autres qui écrivent l'histoire tout le temps. Parce qu'on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs, hein. Elle est écrite par les vainqueurs. Donc, je me suis dit, vous savez quoi, je vais me positionner en vainqueur et je vais l'écrire, cette histoire. J'adore ça! Si quelqu'un vient de dire que t'es pas une tête de cochon, là, moi, là, je pars le débat. OK, fait que là, la genèse, on comprend que il y a beaucoup de choses qui vibrent, il y a des choses qui résonnent. Tu as besoin de faire passer un message, puis en même temps de permettre un pont entre l'Afrique et l'Amérique du Nord d'une certaine façon. Là, tu parlais de décoration intérieure, et là, ça se traduit comment? Ça s'appelle comment? C'était quoi ta vision de départ? Mon entreprise s'appelle Kissina Déco. Kissina veut dire origine. Ça ramène un peu plus à moi, source. Le besoin de se reconnecter, oui, citoyenne du monde, partout. Peut-être que demain, je serai à Singapour, comme je le dis. Je ne sais pas où je serai demain, mais l'origine. On dit toujours que quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où aller. Donc, c'est toujours Mhm. important, peu importe où tu vas, de toujours te souvenir de d'où tu viens. Alors, pour moi, Kissina représente un peu ça. Donc, c'est un peu une thérapie dans ce sens où moi aussi, j'en avais besoin. Parce qu'après tous ces déplacements, j'avais besoin de définir qui je suis, d'où je viens et de le garder avec moi en permanence. Donc, oui, et ça se traduit beaucoup dans des produits de décoration d'inspiration africaine. Oui, c'est sûr, après ça, c'est large. Il faut commencer quelque part. Moi, je me suis dit, pour Oui. commencer, je voulais commencer avec des coussins de décoration. C'est très simple, pourquoi? Parce que peu importe la couleur de tes murs, les coussins, là, tu peux en changer tous les mois si tu veux. C'est très facile. Tu trouves ce qui s'agence le plus avec ton mur, avec ton sofa, avec ton divan, avec ta chambre, le set de drap que tu as utilisé. Et c'est très facile de pouvoir changer. Fait que j'ai juste pris ce qui pouvait d'abord être facile et le but, c'est que d'année en année, de collection en collection, on puisse ajouter progressivement des produits et puis un beau jour, on espère grandir assez pour avoir, un éventail un peu plus large, de Oh, produits donc wow! c'est la réflexion en arrière, elle est vraiment juste partie de là. On n'est pas forcément prêt à porter de la couleur au quotidien, mais dans notre intérieur, c'est un peu nous qui décidons ce qu'on veut voir. Si on est d'humeur à Mhm. mettre du rouge, ben, on a le droit de mettre du rouge et Kissina sera là pour vous fournir, de design africain rouge. Oh, wow! Et là, comment ça fonctionne concrètement? Le fonctionnement, ce que je lisais, c'est que c'est fait au C'est Sénégal, fait au puis et Sénégal c'est importé et c'est ça, ici. moi je les reçois et d'ici je les commercialise pour l'instant principalement en ligne et du OK. bouche à oreille aussi, puis
tranquillement, on va vouloir les mettre dans des boutiques aussi, les placer. Il y a toute une stratégie Mhm. en arrière. Ce n'est pas, tu sais, la COVID a le dos large pour beaucoup de choses, mais la COVID n'a pas forcément aidé. Et n'oublions pas que Ouais. c'est une compagnie que je gère à côté. J'ai déjà un emploi à temps plein. Donc, c'est Mhm. certain que parfois, les objectifs à la fin de l'année, c'est pas toujours évident de les faire arriver aussi vite qu'on le souhaite. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, la résilience. Ça m'a aussi cette résilience que tu dis, ben, l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup grandi aussi à travers cette histoire parce que c'est beaucoup d'émotions. C'est comme un bébé. Et tu veux qu'il Mhm. grandisse. Et quand il grandit pas bien, qu'il grandit pas vite, il mange pas bien, il est malade, ben tu vis ton entreprise, tu vis aussi toutes ces émotions-là, un peu comme si c'était un bébé. Mais j'ai aussi appris que ben ça prend le temps de se faire Mhm. connaître, le temps de ça ne se fait pas forcément en un jour, en un claquement des doigts. Et c'est la perception que j'avais au début. Au début, je me disais: «Facile! Mon Dieu, je vais le faire!» Je l'ai fait, je l'ai fait, c'est sûr, je le fais encore. Mais non, ce n'était pas aussi facile que je l'aurais cru. Et c'est quoi, les plus grands défis, disons, auxquels tu as fait face, là? Parce que souvent, c'est dans les premières années de création où, ouh! C'est un Exactement. on me voit pas, mais je fais le mouvement d'une montagne russe, là, tu sais? C'est de se Il faire y a connaître. Moi, je te dirais oui, que c'est le plus ça. grand défi, c'est qu'on te connaisse. On est en Amérique du Nord, le marché est inondé de toutes sortes de produits, là. Faut pas rêver, tu es très vite un parmi tant d'autres. Donc, c'est de trouver la manière Mhm. de te démarquer, de te faire connaître, mais pour qui tu es, pour tes valeurs, pas devenir le produit de quelqu'un d'autre parce que le produit de quelqu'un d'autre marche. C'est de trouver toi ton chemin, ton authenticité et de pouvoir le partager avec les autres. Je pense que c'est la portion très difficile. Moi, je pense que j'ai commencé en retard quand le produit était encore dans mes rêves, j'aurais pu, par exemple, créer ma page Facebook, commencer tranquillement à poster des choses en lien, ramasser des followers. C'est des petites choses que j'aurais pu commencer. Mais moi, non. J'ai attendu que tout soit fait, tout est beau. Puis là, je regardais mes produits chez moi, dans ma chambre. Ils étaient dans ma chambre, je les regardais, puis ils me regardaient, on se regardait, puis on se disait, bon, on commence par où? Fait que j'ai vraiment vécu tout ça là. Et puis, ben, tranquillement, on fait des pas, puis on avance. Tu disais justement dans une entrevue récente aussi, qui concernait, l'entrepreneuriat, les leaders, que c'est important de s'entourer. Puis moi, je voulais Ah, savoir comment toi tu le fais parce que tu t'es déraciné tellement de fois que quand justement tu pars un nouveau projet comme Kissina, même si, il y a beaucoup de choses que tu fais toi-même, l'entourage a pris quelle place? Comment tu t'es forgé à travers ça? d'abord, quand on parle d'entourage, c'est de s'entourer des personnes qui comprennent ta vision et qui t'épaulent là-dedans. Mmh. Donc, les personnes qui auront tendance à vouloir que tu grandisses, à du mieux qu'elles peuvent arroser finalement la plante que tu es pour qu'elle puisse pousser. Donc, déjà, c'est une question de mindset. Des personnes qui réussissent, qui ont déjà fait des choses, qui ont réussi et qui veulent voir les gens réussir. Donc, ce sont ça, c'est comme déjà la première chose. Après, c'est des personnes aussi qui ont les aptitudes, les capacités à te donner des conseils, mais vraiment, pas juste te dire tout est beau, oui, tu es capable, mais de manière concrète, regarde ici, tu peux éviter tel piège. Donc, c'est un peu aussi on pourrait dire que c'est comme un peu du mentorat, de trouver des femmes, Mmh. qui pas seulement des femmes, mais même des hommes, je dis toujours des femmes parce que je suis dans un environnement de femmes avec BPW, mais je dois dire que les femmes que j'ai rencontrées chez BPW aussi m'ont inspirée dans ce sens-là. Elles ont été, beaucoup d'entre elles, écoute, la liste serait longue si je devais citer, des sources d'inspiration, des conseils, fais attention à ceci. Après ça, c'est aussi de s'entourer d'experts. D'accepter que on n'est pas capable de tout faire tout seul, c'est pas vrai. On a 24 autres façons, on n'est pas bonne à tout. Voilà, les réseaux sociaux là, je te le dis Sandrine, mon propre ins j'ai ouvert Instagram parce que j'avais Kissina. Sinon je pense que j'aurais pas eu d'Instagram. Ça m'intéressait zéro. Mon propre Instagram, là, j'ai du mal à poster une photo. Parce que j'ai séparé le compte de l'entreprise et évidemment mon compte personnel. Mmh. Mais donc, je suis pas, contrairement, je suis extravertie, les gens sont comme moi, mais tu as l'air d'être une fille de réseaux sociaux. Oublie ça, là. Moi-même, prendre des photos quand on est quelque part, photo, c'est pas moi. Fait avec le temps aussi, tu te découvres, tu finis par te rendre compte que tu sais quoi, il y a des personnes sur la terre dont c'est le dada, qui aiment ça, créer du contenu, dire des belles phrases. Fait qu'on va aller vers ces personnes-là, on va leur demander de le faire parce que elles, pour elles, ça va être facile et moi, je vais me concentrer sur d'autres choses. Donc ça aussi, c'est un apprentissage de comprendre qu'on ne peut pas tout faire parce on a beau se dire qu'on est intelligente, on est bonne, on est si, c'est pas vrai qu'on est bonne dans tout et c'est bien correct. Mmh. Et c'est correct, c'est C'est ça, très correct.
ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, c'est un peu de lâcher prise, puis d'acceptation de, ben ça, c'est pas ma force, mais il y en a d'autres qui l'ont, puis il faut juste que je Exact. les trouve pour m'entourer. Exactement. Ça a Et vraiment été ça. comment, c'est quoi ta vision d'entrepreneur, la vision de ton entreprise pour les prochaines années? À quoi tu aspires? Ah, Sandrine, moi, j'aspire à ce qu'elle devienne une grande entreprise, moi, j'aspire à ce que les produits Kissina soient partout, là, en Amérique du Nord, en Europe. Mais, il y a pas de mais. Je sais que le chemin pour se rendre peut être lent. Donc ça, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Parce que quand j'ai Mmh. toujours aspiré à ça, mais au début, je pensais que ça serait plus rapide que ça. C'est ça la différence entre, avant et maintenant. Maintenant, je comprends qu'il y aura des étapes. Ça ne peut pas se faire en un jour et il est important de respecter ces étapes-là et de pas forcément nécessairement vouloir les brûler. On m'a souvent dit que c'est une maladie de notre génération, l'impatience. Moi, j'estime déjà que je suis patiente là, mais il paraît que c'est une maladie de notre génération. Fait que j'essaie de soigner la maladie en me disant, OK, ça va bien aller, ça va prendre le temps que ça va prendre, l'important c'est que ça arrive à bon port, de la bonne manière. Mmh. Et Et de continuer aussi d'y de croire, continuer d'y tu sais? croire et aussi de se dire peut-être qu'aujourd'hui j'ai une vision aujourd'hui, mais peut-être que cette vision peut évoluer et peut-être que ça va se transformer en autre chose. L'important, c'est qu'à la fin de pouvoir véhiculer quand même le même message, de rester dans la même intention, même si ça prend une forme différente. Donc c'est aussi de ne pas se fermer. Mmh. C'est vraiment intéressant de t'entendre. Là, disons de manière peut-être plus, générale, là, en ce qui concerne les différentes sphères de ta vie, jusqu'à maintenant, avec le recul, avec tout le bagage, tout ce qui t'a forgé, de quoi es-tu le plus fier? Je pense très sincèrement, c'est d'être partie de la maison à l'âge de 11 ans et d'avoir Mmh. survécu. Toute seule jusqu'à ce jour. Je pense que c'est ce dont je suis, le plus fière et d'être restée moi. Quand je suis quand je rentre, par exemple, au Sénégal ou que je parle avec des gens qui me connaissent depuis longtemps, ils me disent: «Prima, c'est toi, tu n'as pas changé». Et ça, pour moi, de garder mon essence, la personne que j'étais, fondamentalement, les valeurs qui m'ont été transmises, tout en m'adaptant à mes nouvelles réalités, en embrassant la culture des autres, mais rester soi-même, ça peut être très difficile. Donc je pense que c'est ce dont je suis, le plus fière. Wow! Surtout que c'est ça, tu tellement bougé à plusieurs endroits, telle une vraie citoyenne du monde, que ça aurait pu être facile de s'y perdre et Exactement. d'oublier, ce que tu veux, ce que tu vis, ce que tu rêves en absorbant, tout ce qui se passe autour de toi. D'ailleurs, comment as-tu trouvé, quand tu es arrivée ici, le rythme de vie? Ah! Je crois que tu trouvais ça rapide, hein? Et Beaucoup trop rapide pour la petite Congolaise d'Afrique de l'Ouest, c'était oui, c'est la première chose. Mmh. Rapide. J'avais le sentiment que ça allait vite, beaucoup trop vite. J'avais le sentiment que les gens sont toujours comme s'ils partent à l'aéroport, comme s'ils avaient un Mmh. avion à prendre. Je comprends que quand on va à l'aéroport, on est pressé, mais on peut pas être comme ça 24 heures sur 24. J'étais comme je capotais, je peux pas vivre comme ça. Et aujourd'hui, je pense que je suis devenue aussi C'est terrible, ça aurait eu un effet sur toi, ah oui, ça a eu un effet sur malheureusement. moi. Oui, mais ça fait partie de l'adaptation. Quand tu viens dans un pays, Oui. que les gens marchent avec un pied, ben, tu marches avec un pied aussi, hein. Donc, Mmh. à un moment donné, il faut trouver le juste milieu entre soi et l'adaptation. Et je pense que Puis avec ça, je suis devenue aussi rapide. avec le recul, avec, ton amour que tu portes pour le Québec, qu'est-ce que tu retiens jusqu'à maintenant de ce que tu as appris ici, de ce que tu as développé, est-ce que tu sens que tu es sur la bonne voie? Je sens que je suis sur la bonne voie. Ce que j'ai appris, ce que je sens, je le sais avec conviction qu'il fallait que je sois au Québec à cette saison-là de ma vie. Donc pour le début de 2011 à aujourd'hui, je le sais. Pour la suite, ah là, ça c'est la grosse question, je ne le sais pas. Mais pour aujourd'hui, oui, je suis contente, je suis heureuse d'avoir choisi le Québec et je pense que le Québec m'a moi je dis toujours: «J'ai choisi le Québec parce que c'est moi qui l'ai choisi, mais le Québec m'a accepté». Mmh. Le Québec m'a donné, des études, une nouvelle expérience, une nouvelle culture, un travail, une insertion professionnelle, une voix. Je peux m'exprimer
Et malgré tout ce qu'on voit à la télévision, oui, il peut parfois avoir, des violences, des choses, mais je me sens quand même très en sécurité au Québec, au Canada. Je me sens pas menacée. Heu, non, moi je suis très heureuse aujourd'hui de représenter le Québec, hein, à l'extérieur. Je suis heureuse d'être Oui! québécoise, ça fait partie de moi, là. Wow! C'est vraiment une belle fierté. Hem, j'ai le goût de te demander parce que je trouve que ce qui ressort de ton discours, c'est la détermination. Puis, ça je pense que ça s'apprend pas ou en tout cas, ça peut être inspiré de d'autres et ça se développe. Mais ça serait quoi ta définition de la détermination? Beh, pour moi, la détermination, c'est simplement la capacité à ne pas avoir d'autres options. Quand tu as quelque chose en tête que tu veux réaliser, c'est cette chose ou cette chose. Il y a pas d'autres options. Après, les chemins pour s'y rendre, c'est peut-être pas celui que tu avais pensé, sur ça on s'entend, mais c'est réussir par exemple, ben c'est réussir ou réussir. Si c'est être leader, ben c'est être leader ou être leader. Si c'est être avocat, ben c'est être avocat ou être avocat. Il y a pas d'option pour autre chose. Pour moi, c'est un peu ça la détermination, la capacité à faire arriver les choses qu'on veut voir et ce, avec la résilience, l'amour, le respect nécessaire et le travail, mais faut s'y rendre. C'est un peu ça. En terminant, je termine toujours avec, le segment «Les 3 petites questions» Mmh! et ce segment-là a pour but de demander, en fait, à chacune de mes invités les 3 mêmes questions, mais sauf que ça nous amène sur des pistes de réflexion différentes, fait que, je trouve ça bien intéressant de terminer avec ça. Alors la première va comme suit: qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Je ne m'arrête jamais. C'est très difficile de m'arrêter. Je pense que c'est vraiment ça qui fait de moi, quand j'ai quelque chose en tête, c'est cette détermination à laquelle tu faisais allusion tantôt. Quand je crois à quelque chose là, alors que tu te lèves tôt pour me faire accepter le contraire. Donc, je pense que ça fait de moi une tête de cochon parce que ça peut déranger. L'autre chose aussi que je vois, c'est que je suis parfois j'ai un côté, j'appelle ça affectueusement grande gueule. Je dis ce que je pense. Avec les années, j'apprends à le dire avec amour et respect. Sur ça, on est d'accord, mais ça, c'est avec la maturité. Au début, ça Mmh. pouvait être très brut. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, là, j'ai toujours dit ce que je pensais. Et ça aussi, ouf, ça peut déranger parce qu'on n'est pas toujours prêt à entendre des vérités. Donc, ouais, je pense que c'est un peu ça qui fait de moi une tête de cochon. Oh wow, j'adore ça. Quel conseil donnerais-tu aux autres têtes de cochon qui nous écoutent présentement puis qui souhaitent foncer? Aux autres têtes de cochon qui nous écoutent présentement, je vais parler de l'entourage. L'entourage fait la différence. Parce que oui, on peut être une tête de cochon, mais le but n'est pas non plus de foncer droit dans le mur. Donc, c'est de pouvoir trouver ces personnes-là qui ont assez d'amour et de respect pour nous et qu'on peut écouter. Dans l'opinion, il faut identifier les personnes qui ont cette opinion. Pas parce qu'elles t'aiment, mais elles ont quand même la capacité d'être réalistes, de prendre du recul face Mmh. à ce que tu fais, ce que tu dis. Pas pour que tu fasses ce qu'elles te disent de faire, mais pour que leur opinion, tu puisses la prendre en compte dans ta réflexion, dans ta démarche. Tu ne peux pas toujours que foncer. Avec la maturité aussi, je comprends. Il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour foncer, il y a un temps pour se dire: «Ah tiens, j'arrête». Il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Mais parfois, quand on est seul et qu'on a une tête de cochon, on est là dans notre bulle. Ça peut arriver qu'on fonce là, mais comme un taureau, mais non, 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 ça marche pas toujours comme ça. Donc moi, c'est le conseil que je donnerais, c'est de s'entourer de personnes qui nous aiment, mais qui ont assez de recul pour nous dire les vraies affaires et à nous de les recevoir et de réfléchir, d'analyser, de marcher avec pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Wow, mon Dieu. S'il y a quelqu'un qui est pas inspiré par ça, qu'il s'en aille là, parce que là, j'adore ça! Et la dernière question et non la moindre, qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Ouh! Sandrine, celle-là, là, aïe, 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 elle est difficile, je dois t'avouer, parce qu'il y a Ta beaucoup de ta ta ta! choses. Là, tu m'en poses une difficile. D'ici 10 ans, waouh! Les 10 dernières années ont été beaucoup des années où j'ai semé.
Mhm. C'est semer différentes choses. Et je pense que je continue encore de semer. Je suis arrivée au Québec en 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, donc ça fait 11 ans. Donc moi, je pense que mon souhait pour moi, pour la tête de cochon que je suis, c'est que les 10 prochaines années, je commence à récolter un peu. Ça me ferait du bien. Donc la réalisation de mes projets, avoir un peu plus d'impact, avoir une voix qui porte un peu plus, qui fasse écho pour pouvoir toucher plus de personnes. Par quels moyens cela va arriver? Je ne peux pas le dire aujourd'hui, mais j'aimerais ça que ça commence à arriver, pouvoir voir ces rêves, d'enfants, de jeunes, je suis toujours jeune là, mais ces rêves que je portais quand j'étais plus jeune commencer à se réaliser. Wow! Quelle façon de terminer ce podcast. Merci tellement! Merci à toi Sandrine, Wow! Pour merci à ta Tête de cochon. générosité. Oui! Merci pour tout! Ce fut un plaisir. À bientôt. Pour ne rien manquer de la deuxième saison, abonnez-vous à nos comptes Instagram, Facebook et YouTube au têtesdecochon.podcast. Vous retrouverez tous les autres épisodes sur les grandes plateformes d'écoute. On se dit à bientôt. Salut!